son est là. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Moi, une des raisons pour lesquelles je suis très heureuse d'enseigner dans cette université, c'est qu'on ne restreint pas la littérature à sa définition, disons, occidentale et moderne de texte. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que étudier des grands auteurs, voire parfois, quand on est un peu aventureux, étudier de grandes autrices, mais on se confronte aussi à des cultures orales, on étudie des contes, on étudie du rap, du slam, des épopées orales, des improvisations théâtrales. Et donc, c'est quelque chose qu'on essaie à la fois d'éprouver et d'analyser la performance orale, le fait que voilà, il y a le corps de la personne qui parle, le corps de celle qui écoute, et qu'il se passe des choses dans ces moments-là. Voilà, donc c'est le fait que cette oralité soit particulièrement présente à Paris 7, ça tient aussi à quelques figures tutélaires. Donc il y a Florence Dupont qui a dépoussiéré l'Antiquité et puis qui a lancé l'aventure de l'ethnopoétique avec d'autres. Il y a Bernadette Bricou qui a beaucoup fait pour que le conte soit présent à la fac alors qu'il était très méprisé et qu'il soit présent dans les formations et dans la recherche. Il y a aussi Maria Manca qui nous fait l'honneur d'être là et qui a travaillé sur les joutes verbales, qui est aussi de l'aventure ethnopoétique. Et c'est grâce à elle que tous les licences 2, toutes les personnes inscrites en licence 2 peuvent avoir ces fameux ateliers pour l'oral qu'elle a créés avec Jean-François Guénoc. Donc, pour moi, c'était important de citer ces noms-là, ces présences tutélaires. Voilà, même si vous ne pouvez pas forcément les avoir en cours, mais elles sont quand même là. Voilà. Donc ça, c'était une des raisons pour lesquelles je suis contente d'être dans cette fac. Et l'autre raison, c'est qu'il y a le service culture, avec Christiane Fortassin, Hélène Tanguy, et qu'elles font un travail absolument vital, même s'il a été entravé par les confinements. Mais en gros, elles nous font sortir, elles nous font aller au spectacle, voir des expositions, voir du street art. Et puis, elles nous aident aussi à inviter des gens, des personnes extérieures, à bien les accueillir à la fac. Et c'est vraiment grâce à elles qu'on peut les accueillir dans de bonnes conditions. Donc, un grand merci. Merci aussi à Colline, à Anna pour le coup de main. Et un gros love pour le service culture, même s'il est devenu un pôle culture, mais voilà. Donc, c'est grâce à elle qu'on peut accueillir Myriam aujourd'hui. Alors, Myriam est venue aux ateliers, dans l'atelier conte. Elle a passé beaucoup de temps à conseiller les étudiants, à les écouter. Et donc, on avait aussi envie, à notre tour, de l'écouter. Avant de lui donner la parole, je voudrais dire quelques mots du thème de la séance. Donc, sorcière, sirène, fileuse. Alors, dans la hiérarchie des genres qu'on a hérité du classicisme, le conte est vraiment tout en bas. C'est vraiment le genre mineur. Et c'est un genre mineur, notamment parce qu'il est associé à des groupes sociaux considérés comme des mineurs, à savoir le peuple, et plus particulièrement les femmes et les enfants. Et donc, on a très vite cantonné ça à la littérature de jeunesse, des histoires de bonnes femmes, racontées par des bonnes femmes à des enfants. Mais en fait, cette association, elle est très récente historiquement dans l'histoire longue de l'humanité. C'est en gros, ça commence à se faire à partir du XVIIe siècle et ça s'impose massivement à partir du XIXe siècle. Mais c'est une association qui est fausse à plusieurs titres. D'abord, dans les cultures orales des sociétés traditionnelles, il y a autant de conteurs que de conteuses, donc ce n'est pas une prérogative féminine. Dans les répertoires aussi, il y a beaucoup d'histoires de héros et pas seulement de princesses qu'on met beaucoup en avant. Et puis, au-delà de ces, voilà, à la fois des personnes qui comptent et puis des répertoires, il y a aussi les personnages. Donc, via les anthologies, les adaptations de Perrault, les dessins animés de Walt Disney, on met beaucoup en avant des princesses. Voilà. Alors que dans les contes populaires, il y a surtout des figures de femmes puissantes, inquiétantes, ambivalentes. Et c'est un petit peu ces figures-là qu'on a voulu mettre en avant, parce que ce ne sont pas du tout d'éternels mineurs qui ne cherchent qu'à se marier. Et donc, c'est ce qu'on a voulu un petit peu faire entendre aujourd'hui.
Je dois penser à 2 choses. Vous demander d'éteindre vos portables. Et puis pour les zoomeuses et les zoomers que je salue et que je remercie d'être là, de vous mettre, mais c'est déjà fait, de mettre les micros sur silencieux. Voilà, et donc maintenant, je vous propose d'écouter Myriam qui va à la fois nous raconter des contes, mais qui va aussi nous faire rentrer dans sa cuisine de conteuse et nous faire partager un petit peu sa joyeuse tambouille. Donc elle a préparé un fil que je vais la laisser dérouler, et puis ensuite il y aura un petit temps d'échange. Voilà. Elle va enlever son masque, mais vous êtes à distance et on a laissé les portes ouvertes. Et elle a passé. Elle a fait le test. Elle a le premier vaccin. Voilà. À toi. À moi. C'est beau ce que tu dis là sur la. Oh là là, ça fait du bien. Ah non, mais tu vois vos yeux, ça fait du bien. Les compteurs souffrent beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on disait je ne sais plus, tu voulais que je dise quoi? Comment j'étais venue au compte, c'est ça? Oui, comment je suis arrivée au compte? Ah oui, je sais. Je vais dire un autre truc, excusez-moi. C'est que si on fait cette rencontre aussi, c'est parce qu'il y a le festival de Chambéry la semaine prochaine et qu'il y aura, c'est Carole Martinez est l'invitée d'honneur et il y aura une journée de réflexion sur le conte. Et donc, c'est aussi une romancière dans laquelle il y a des figures, dans l'univers de laquelle il y a des figures féminines assez ambivalentes. Et donc, c'est aussi à l'occasion de ce festival qu'on a organisé ce moment. Voilà. C'est même un peu de ça que c'est parti d'ailleurs. Hein. C'est un peu de ça que c'est parti. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai découvert Carole Martinez, je me suis sentie chez moi. Ah oui, je devais d'abord dire comment j'étais venue au compte. C'est un peu la même chose. C'est une histoire de rencontre en fait, d'enchaînement de rencontres. Au départ, je viens plutôt de l'écrit. Moi, j'aimerais bien pouvoir vous dire que ma grand-mère était une vieille analphabète du désert, une sorcière andalouse et tout, mais non. En fait, c'est d'abord une rencontre avec la bibliothèque de mon mari, où j'ai vu des noms comme Henri Pourrat, Henri Gougaud, des cassettes de Catherine Zarcat, Nasser Kémir, etc. Gougaud, je me suis dit, mais c'est la première fois que je vois une association entre l'écriture, le conte, la poésie, le rythme, l'humour, la paillardise. Je me suis dit, il faut que j'aille chercher sur Google déjà s'il est encore vivant. Et il était encore vivant et il faisait des formations. Je suis allée dans son stage. J'ai été son assistante 8 ans. Là, j'ai fait plein de rencontres, dont Inès Casalas et d'autres et des amis là qui sont derrière l'écran. Donc c'est vraiment un enchaînement de rencontres. En plus, donc au départ, l'idée de parler en public, de conter ne m'effleurait même pas. Moi, c'était l'écrivain que j'allais voir. Et puis j'avais passé 3 années dans un atelier d'écriture et quelque chose me manquait dans cet atelier où j'ai appris beaucoup de choses au demeurant. Mais ce qui me manquait, c'était une structure et c'était un projet. Savoir pourquoi j'écrivais, dans quel but. Et le conte m'a aidé à comprendre ça. Voilà. Après, y a une porosité entre l'écrit, l'oral. On peut passer de l'un à l'autre. Je crois on peut s'amuser d'un côté, de l'autre, nourrir l'écrit avec l'oral avec l'écrit. Moi, je crois ça. Mais l'oralité, en fait, il faut y goûter pour comprendre vraiment ce que c'est. Moi, je n'avais pas prévu et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les mots sur le papier. Enfin, je suis comme vous, j'ai grandi dans une culture où on a l'idée que l'écrit, c'est sacré, c'est sérieux, c'est bien, et que les paroles s'envolent. Et en fait, c'est faux, c'est l'inverse. Une parole partagée en présence, il se passe quelque chose qui peut être très puissant, où il n'est pas question uniquement de mots, de belles phrases, de jolies métaphores. Voilà, comment je suis partie là. Oui, donc une succession de rencontres où j'ai rencontré aussi un clown qui m'a beaucoup appris. Et puis là, plus récemment, j'ai rencontré Carole Martinez et je me suis sentie chez moi dans son univers. Parce que vous savez, il y a des livres, il y a des phrases, il y a des mots qui tout à coup nous ramènent chez nous.
on les lit ou on les entend, hein, et puis on se dit, ah, mais en fait, je ne me rendais pas compte, mais j'étais exilée de moi-même. Et là, tout à coup, je suis chez moi. On se sent, en fait, comme si on était, comme dans ces photos où on a bougé, où on est un peu flou, et tout à coup, toutes les images sont rassemblées autour d'un axe. Et tout à coup, on est comme recousu, comme Peter Pan est recousu à son ombre. Et alors, vous voyez, l'habile transition, c'est que Carole Martinez a une écriture qui recoue, une écriture qui suture, qui travaille sur les blessures, en fait, sur les blessures d'enfance, sur les blessures que le monde inflige à notre être, en fait. Elle écrit, je trouve, comme ces personnages brodent. Alors, j'amène le fil, là, je tire. Le fil occupe une grande place dans ses romans. Et généralement, c'est l'héroïne du livre. Elle a deux héroïnes, comme ça, qui sont deux fillettes, et qui reprennent leur destinée, le fil de leur destinée en main. C'est par le fil qu'elles s'en sortent. Il y en a une fillette, ça se situe au Moyen-Âge, elle s'appelle Blanche, et son père ne veut pas qu'elle apprenne à lire et à écrire. Et elle se bat pour ça, elle se bat pour pouvoir un jour broder en rouge son nom sur sa chemise. Elle s'appelle Blanche, et elle ne veut plus être blanche et transparente. Et puis, dans Le cœur cousu, alors j'espère que vous l'avez lu, et si vous ne l'avez pas lu, j'espère que vous aurez envie de le lire. Dans Le cœur cousu, encore une fillette, une petite Andalouse au début du 19e siècle, dans un village. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer la vie d'une fillette dans un village andalou. Il n'y a encore pas si longtemps, comment dire, c'était pas le grand féminisme, hein, c'était une vie très, voilà, c'est sans doute l'histoire des ancêtres de Carole Martinez. Et cette petite fille, elle vit dans un pays sec, un pays gris. Mais de mère en fille, dans sa famille, on se transmet une boîte magique. Et au moment des premières lunes, la mère transmet à la fille cette boîte. Alors ça se passe, il y a tout un rituel pas très catholique autour de la transmission de cette boîte. Elle apprend des prières dans une langue mystérieuse. Et puis il faut qu'elle enterre la boîte, il faut qu'elle patiente 30 jours en jeûnant. Enfin bref. Et quand la nouvelle propriétaire de la boîte peut enfin l'ouvrir, elle y découvre chaque fois quelque chose de différent. Et Frasquita, elle, y découvre son don, et c'est le fil. Alors j'ai envie de vous lire un petit extrait, parce que Blanche veut broder son nom en rouge sur sa chemise, et Frasquita, elle veut broder la couleur. Elle dit, comme notre monde paraît fade comparé à ces fils. Tout chez nous est gâté par la poussière. Les couleurs sont mangées par l'éclat du soleil. Quelle merveille! Même dans la lumière grise, ces bobines resplendissent. Oh, il doit exister des pays de pleines couleurs, des pays bariolés aussi joyeux que le contenu de ce coffret. Mais que faire de cette nouvelle palette? Bombardée de couleurs, le village étouffé par l'hiver, broder à même la terre gelée des fleurs multicolores, inonder le ciel vide d'oiseaux bigarrés, bariolés les maisons, rosir les joues olivâtres de la mer et ses lèvres tannées. Elle n'aurait jamais assez de fil, assez de vie pour mener à bien un tel projet. Elle s'imaginait qu'il la laisserait faire, qu'on pouvait fouler aux pieds les manies de tout un pays. Mais la couleur, ça ne se faisait pas ici. Et puis en fait, elle va se battre pour pouvoir colorer, barioler le monde, pour lui donner les couleurs qui lui manquent et pour donner des couleurs à sa propre vie. Et à un moment donné, elle prépare son mariage et elle choisit son fil. Elle choisit les matières qu'elle va utiliser pour pouvoir filer. Et elle tente de tirer du fil de tout ce qu'elle croisa.
Si elle avait dû attendre ses noces plus longtemps, le monde entier se serait dévidé entre ses doigts. Elle aurait tout détrempé pour en tirer le suc, la substance filable, le paysage et ses collines, ce lumineux printemps, les ailes des papillons et toutes les fleurs qui vivent entre les pierres et les cailloux, et l'oliveraie des Hérédias. Tout aurait été réduit en fil. Dieu lui-même se serait agité, empalé au bout de sa quenouille. C'est là qu'on voit que la fileuse, on peut avoir l'image de la fileuse, devant sa fenêtre, la fileuse au coin du feu, la fileuse qui s'ennuie, enfin, la fileuse assignée à sa couture et à sa cuisine. Mais il y a une autre manière aussi de voir les choses, et c'est que ces fileuses, elles ont un grand pouvoir. Déjà, elles ont un pouvoir créatif, parce que pendant qu'elles filent, c'est le vide. On peut se dire, elles font rien, elles sont passives, comme la Belle au bois dormant. Mais c'est le temps du rêve. L'ennui produit le rêve. Et puis le rêve est créatif. Et puis elles se mettent à chanter, elles chantent des chansons de toile, elles chantent des histoires de chevaliers, voilà, et c'est toute une poésie qui naît. Et puis sous leurs doigts, elles brodent une autre création. Enfin bref, elles ont déjà cette puissance créative. Bon, en fait, je ne sais plus où je pars. Là, je peux perdre le fil de la conversation par moment, mais j'ai un peu fait comme les héros avec la sorcière Baba Yaga. La Baba Yaga, souvent, elle donne aux héros qui osent aller jusqu'à sa maison de sorcière une pelote. Elle leur donne la pelote et elle leur dit, voilà, comme ça, elle te guidera. Lance-la sur le chemin. Ils la lancent sur le chemin, les héros, et puis ils suivent le fil, comme un fil d'Ariane. Donc là, voilà, des fois, je peux le perdre, mais je vais le rattraper. J'ai envie de vous raconter quelque chose que je trouve, le cœur de son livre, Le cœur cousu. Pour moi, voilà, il y a peut-être une définition possible du conte. C'est quelque chose qu'on lit et qu'on a envie tout de suite de partager. Ce conte dans le conte, ce conte qui est le cœur du cœur cousu, moi j'ai envie de vous le raconter. Voilà. Ça se passe dans les montagnes andalouses, ces montagnes rondes comme des seins. Et dans l'échancrure de ces montagnes, il y a un village blanc écaillé, blanc un peu triste, mais un village comme d'autres avec son lavoir, sa fontaine, avec au-dessus un poème écrit sur des carreaux blancs. Parce que les fontaines sont très bavardes en Andalousie, elles ont toutes quelque chose à dire. Et ce village est paisible, normalement. Mais là, depuis quelque temps, ça jure, ça crie, ça prie, ça taloche les enfants, plus que d'habitude. Parce qu'on se prépare pour la Semaine Sainte. Et ça, c'est le temps fort de toute l'année. Alors les hommes, parmi les plus musclés, les plus fervents aussi, se préparent, s'entraînent à porter les passos, les chars sur lesquels on posera Jésus, le Christ en croix, un peu comme ça, et Marie. Ils s'entraînent à le porter. Alors il y a deux équipes. Il y a deux équipes comme au foot. Il y a l'équipe de Jésus et il y a l'équipe de Marie. Et alors ils ne sont pas interchangeables. On peut pas. Voilà, c'est deux équipes bien distinctes. Et chaque année, ils se mettent d'accord. Ils ont leur itinéraire. Il y a 3 rues dans le village, mais bon, ils prévoient le planning, le timing. Mais chaque année, ils se retrouvent face à face. L'équipe de Jésus, l'équipe de Marie. Bon, alors en général, ça commence par des discussions un peu vives sur qui de la mère ou du fils a la priorité pour passer. Ça commence comme ça. Au bout d'un moment, il y a des jurons andalous, catholiques andalous, vous voyez, des jurons catholiques andalous qui commencent à fuser. Les jurons catholiques andalous, je ne peux même pas vous les reproduire, c'est pas possible. Charlie à côté, c'est rien. Ouais. Et après le juron catholique andalou, généralement, ils en viennent, ils lâchent le passo et puis se tapent dessus.
Et tout ça sous l'œil fatigué du curé. Voilà, le fil, bah oui, les parcs, voilà. Hein, vous voyez que la couturière, là, la petite couturière au foyer, après je vous parle de la cuisinière aussi, c'est pas mal. C'est pas forcément des figures 100% rassurantes. Hein. Et ouais, on arrive aux sorcières. Donc les sorcières, il y a des sorcières extraordinaires dans ses livres, Carole Martinez. Elle en a une que j'adore, qui est une sorte de Baba Yaga inversée. Alors la Baba Yaga, vous savez, elle a, enfin comme souvent les sorcières, elle a un pied dans le monde des morts et un pied dans le monde des vivants. Ce sont des êtres qui sont entre deux mondes, comme les sirènes, comme les vouivres. Mais il y a beaucoup de contes. Voilà, il y a beaucoup de contes de la Baba Yaga où on en a fait juste une ogresse qui dévore les enfants. Sauf que dans certains contes, comme Vassilissa la Belle, on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre derrière. On voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Hansel et Gretel, c'est un peu bizarre, c'est un peu curieux, cette femme qui rêve uniquement de dévorer des enfants. Alors, je vous raconterai tout à l'heure Baba Yaga en essayant de faire ressortir ce qu'il y a, l'ombre de cette abominable sorcière. Et donc, elle a un personnage extraordinaire qui est dans le fond une Baba Yaga inversée qui s'appelle Guillemette. Ça, c'est dans sa partie Moyen-Âge, c'est dans La Terre qui penche qu'elle a créé ce personnage. C'est une cuisinière. Elle est ronde, elle est bien en chair. Elle aime les hommes. Mais elle ne les mange pas, hein, c'est juste, voilà, enfin, vraiment, et avec leur consentement. Elle aime manger, elle aime faire l'amour, elle aime faire des enfants. Et à un moment donné, elle recueille l'héroïne du livre, qui est cette petite blanche. Elle vient à peine de naître, elle est minuscule, elle est prématurée en fait. Et elle va faire quelque chose qu'en fait on faisait dans les pays slaves. Elle va la mettre dans le four. Alors pas un four avec le feu à pleine puissance, on est bien d'accord. Mais elle va la mettre dans le four et c'est quelque chose qu'on faisait. Elle ne va pas la mettre dans le four pour la manger, pour la sauver. Elle va la nourrir à petite cuillère, etc. Et cette femme, qui aime tellement les hommes, bah, elle a plein d'enfants, évidemment. Mais ces enfants vont tous mourir les uns après les autres. Un ogre, la peste, elle perd tous ses enfants. Mais elle a ce pouvoir de sorcière, ce pouvoir de Baba Yaga, de rappeler les morts. Alors elle part dans une clairière où elle vit à l'abri du monde. Et attendez, c'est où ça? Voilà. Je vous la cherche, hein. Elle est où, Guillemette? Là, voilà. Non, je vous le lis plus tard parce que ça n'a rien à voir. Je perds le fil, je le renoue. Voilà. Et donc, elle part se réfugier dans une clairière à l'abri du monde. Et c'est un lieu qui est hors du temps. C'est un lieu qu'on pourrait appeler le paradis ou en fait, qui ressemble à ce lieu de la mort qui n'est ni le paradis ni l'enfer, en fait, qui est juste l'au-delà, un au-delà. C'est ni bien ni mal, c'est pas si on a péché ou si on n'a pas péché. C'est comme les îles chez les Celtes, sous l'eau ou sur les îles, au milieu des eaux. Ça peut être dans une clairière. C'est un monde, voilà, c'est le monde de la mort, quoi. C'est l'autre monde, c'est l'invisible. On peut l'interpréter comme l'invisible. Et dans cet endroit-là, elle va vivre à l'abri du monde, à l'abri des ogres, et elle va faire de la nourriture. Elle va cuisiner des petits plats pour rappeler les fantômes de ses filles qui se baladent un peu partout habillées de rouge. On a les petits chaperons rouges. Et elle les nourrit, elle les ressuscite, elle les fait revenir comme ça. Alors, je vais vous lire un petit passage. C'est un moment où la petite Blanche, qui est déjà plus grande, et son fiancé doivent fuir. Ils doivent fuir des hommes qui leur veulent du mal. Et elle a un blason
avec des loups de sable. Et ces loups de sable, ils se sont détachés du blason. Et ils les suivent partout. Tes loups de sable vous ont guidé dans la tempête jusqu'à cette clairière inondée de soleil, dont une charmante chaumière tenait le centre. Clairière où les vents n'entraient pas, ni la neige, ni les ombres, ni la peur. Clairière où jouaient les petites filles rouges tout en rond, où elles couraient en farandole dans l'herbe étoilée. Clairière où flottaient les délicieux parfums des tartes de guillemettes, où l'air empli de miel, de pommes cuites, de douceur, titillait joyeusement les papilles jusqu'à changer la chaumière elle-même en friandise. La vieille cuisinière possue, aux cheveux d'argent, vous a accueilli avec joie dans son monde. Elle vous a dégoté des habits, vous a offert une merveilleuse soupe bien chaude, vous a gavé de gâteaux. Elle vous a installé au plus près de la cheminée, dans le grand lit de ses filles, etc. Vous voyez que c'est la version lumineuse d'Hansel et Gretel. Et c'est pas, ça ne repose pas sur rien. C'est pas juste que Carole Martinez a voulu faire jolie et gentille. C'est qu'elle est allée chercher derrière cette image. Et donc, ça va, ça va, je continue. Et donc je vais vous raconter je vais vous parler de la Baba Yaga.